Salut tout le monde, bienvenue dans Sport Stream, ravi de vous retrouver chaque semaine dans le canapé un athlète pour une discussion en tête-à-tête. Mon invité a plusieurs casquettes, maman, kiné, sportif de haut niveau. Sacré planning, vous l'avez compris, le temps c'est de l'argent pour elle. Et ça tombe bien puisque de l'argent, elle en a ramené beaucoup cet été et également sur le plateau. Oriane Malo-Breton, double vice-championne olympique d'épée, est mon invité aujourd'hui. Ça va Oriane, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, super. Installe-toi. Merci dans ce beau canapé. Eh oui, beau canapé orange. Je l'ai dit, de l'argent. Alors, est-ce que je peux toucher ou pas? C'est toujours là. C'est un plaisir. À chaque fois, ça me gêne un peu. Voilà, de l'argent, elle en a ramené cet été 2 comme ça. Elle les a ramenés sur le plateau. Très belle médaille. Ça te fait toujours quelque chose quand tu les revois, Oriane? Je la repose. Hein, oui, c'est la petite musique avec, ça fait toujours son petit effet. Tu te la réécoutes des fois cette musique-là, Spotify, Deezer, dans les oreilles? C'est pas moi qui vais la mettre, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un ou dans ma famille ou quoi, ça rappelle toujours des bons petits souvenirs. Bon, Oriane, je te l'ai même pas souhaité depuis que tu es arrivée, mais bonne année. Bonne année, oui. Bonne année. On peut encore le faire, on est encore en janvier, donc c'est bon. On a encore quelques jours. Voilà, les résolutions pour 2025, il y en a quelques-unes? Ouais, j'aimerais bien, j'ai un projet bébé cette année et puis après revenir en pleine forme et montrer qu'on peut encore aller chercher des médailles avec 2 enfants. Mais voilà, tu fais bien de le préciser, 2 enfants. Hein. Tu as déjà montré à tout le monde que tu pouvais revenir après avoir eu un enfant. Là, tu vas encore le prouver avec un 2e enfant. Voilà, je te le souhaite en tout cas. On en parlait tous les deux aussi en off. Très peu d'athlètes ont réussi ça. Estelle Mosley et Mélina Robert-Michon. Oui, je réfléchissais et j'en connais pas d'autres qui en ont 2. En France en tout cas. En France en tout cas. Donc j'aimerais bien faire partie de cette team. Donc voilà, c'est un peu la résolution de 2025. Tu leur en as parlé ou pas, Estelle Mosley? Je sais pas si tu es proche d'elle, Mélina Robert-Michon. Mélina elle est lyonnaise aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, pas spécialement. Mais en tout cas, j'aimerais bien être aussi en forme qu'elle après 2 enfants. C'est tout le bonheur que je peux te souhaiter, Oriane. Gentil. Oriane, je l'ai dit, double vice-championne olympique cet été à Paris. Tu nous as fait vibrer, hein, Paris 2024, des Jeux magnifiques au Grand Palais. Et pourtant, petite, tu ne voulais pas faire d'escrime. Tu disais que c'était un sport de garçon. Oui, c'est vrai que ma maman cherchait un sport pour mon petit frère et elle m'avait proposé de faire ça. Voilà, c'était à côté de la maison et j'avais dit non, je fais pas ça, c'est un sport de garçon. Et puis en fait, j'aimais bien, j'en ai fait à l'école et j'aimais bien battre les garçons du coup de ma classe à l'escrime. Et l'année d'après, j'ai voulu m'inscrire et mon 2e petit frère qui nous voyait tous les deux aller à la salle d'armes a voulu s'y mettre aussi. Donc en 3 ans, il y avait 3 malots. 3 malots à l'escrime. Qu'est-ce que tu as aimé tout de suite? Je sais qu'il y a pas mal d'escrimeurs, escrimeuses qui me parlent de l'équipement. Tu sais, ce truc un peu, ce casque, l'arme aussi. Alors, c'est vrai que ça fait un truc quand tu as ton premier masque, que tu as ta première épée, tu as l'impression que c'est un truc de dingue. Non, moi, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu, en fait. J'aurais pas pu faire un sport vraiment avec une note, des notations, des juges. Ça, j'aurais pas pu. Et vraiment, ce que j'aimais, c'était le jeu, le fait de devoir t'imposer, mais en même temps de devoir t'adapter à l'autre, parce que voilà, c'est une adaptation perpétuelle, mais en même temps, il ne faut pas te perdre toi, parce que si tu es que dans ce que l'autre te propose, au final, tu n'es plus toi et tu t'exprimes plus. Et c'est vrai que ces 2 côtés-là, de réussir à trouver le juste équilibre, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et puis après, quand j'étais petite aussi, faut dire la vérité, j'y allais pour voir mes copains. Hein, tu retrouvais tes amis. J'ai encore des amis de quand j'avais 10 ans et où on partait en compète après quand on était ado et tout. Donc c'est sûr que c'était ça aussi qui me faisait aller à l'escrime. Juste pour nos téléspectateurs, pour ne pas perdre des gens, hein, il y a 3 armes en escrime, donc le fleuret, l'épée et le sabre. Tu peux nous rappeler rapidement, Oriane, les spécificités de ces 3 armes? Alors moi, je fais de l'épée. Dans l'histoire de l'escrime, l'épée, c'était l'arme de duel. Donc c'est pour ça qu'on peut toucher de la tête aux pieds et qu'avec la pointe. Et il n'y a pas de règle, c'est le premier qui touche qui a le point. Et si les 2 touchent en même temps, ça fait un partout. Le fleuret, c'était l'arme d'entraînement. Donc on touche aussi qu'avec la pointe et on touche que le buste parce qu'il fallait toucher les parties vitales. Et il y a des règles de priorité, donc c'est celui qui attaque qui a la priorité. Et au sabre, c'était l'arme des cavaliers, donc il touche de la tête à la ceinture, les bras compris. Et il y a des règles de priorité aussi. Et pour la petite histoire donc en fait, les armées qui gagnaient récupéraient les chevaux de l'armée qui avait perdu. Donc c'est pour ça qu'ils ne touchaient pas les jambes.
Ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend dès le plus jeune âge dans les écoles d'escrime? Ou c'est toi qui es allé chercher les infos? Non, bah, après, moi, dans mon souvenir, c'est mon entraîneur qui m'a formé, qui est aujourd'hui président de la fédération, Rémi Delhomme, qui me l'avait appris. Et donc, du coup, voilà, après, je ne sais pas pour les autres comment ils ont appris ça, mais... Ouais, mais c'est intéressant. C'est intéressant de connaître un peu l'histoire de sa discipline, je trouve. Ça, c'est pas toujours le cas dans toutes les disciplines. Les gens qui pratiquent, c'est vrai. Et puis, sont pas au courant. On a une belle discipline. Enfin, en fait, on se rend pas compte, mais c'est 3 armes complètement différentes et on fait limite 3 sports différents. Et du coup, c'est important de le faire remarquer aussi aux personnes qui connaissent pas du tout l'escrime. Et toi, tu as commencé par le fleuret, puis tu as basculé sur l'épée. Pourquoi tu as pris cette décision? Alors, j'ai commencé au fleuret, parce que dans le club où j'étais, on commençait au fleuret. Et puis souvent, quand tu es petit, le fleuret, c'est plus léger. On est obligé de passer par là, par cette arme-là? Tout le monde commence un peu par le fleuret? Pas forcément, mais c'est vrai que souvent, il y a des clubs où ils font que du sabre, et donc ils ne touchent pas du tout au fleuret. Mais souvent, il y a fleuret épée. Et donc, en fait, j'ai fait une année de fleuret, une année fleuret épée. Parce qu'on m'avait dit, t'es grande, t'as de la longe, essaye l'épée. Et après, on m'a dit, maintenant, tu es une grande fille, choisis. Et c'est vrai que je me retrouvais plus, je pense que c'est vraiment une histoire de caractère aussi. D'accord. Je me retrouvais plus dans l'épée, le fait de pouvoir toucher partout, ça me convenait plus que la convention du fleuret. Ok, bon, en tout cas, tu as eu raison de partir sur l'épée, j'ai envie de dire, Oriane, hein, vu ton palmarès, c'est ce que tu as fait pendant ces Jeux Olympiques de Paris. On va y revenir en détail. Toi, tu avais disputé les Jeux de Rio en 2016, tu as fait une croix sur les Jeux de Tokyo pour donner vie à ton premier enfant. Est-ce qu'à ce moment-là, quand les Jeux de Paris ont été annoncés, quand tu savais que ça allait être à Paris en 2024, tu le savais déjà que tu allais les faire, que tu allais revenir? C'était vraiment un objectif chez toi? Alors, on a su, si je ne me trompe pas, en 2017, que les Jeux étaient à Paris. Donc, c'est sûr qu'on avait tous en tête, ces Jeux-là. Et puis, les années avançant, Tokyo arrive, la période Covid très compliquée. Le report des Jeux, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et c'est vrai que moi, j'étais arrivée à un moment dans ma vie aussi où j'avais vraiment ce besoin de maternité. Et donc, du coup, quand j'ai pris cette décision-là d'essayer de faire un bébé, c'est sûr que j'avais le Grand Palais en ligne de mire avec mon bébé dans les gradins et c'est chose faite. Donc, c'était plutôt cool. Et quand tu fais une croix sur les Jeux de Tokyo pour justement donner vie à ton premier enfant, qui a 3 ans et demi actuellement, quelles sont les réactions un peu dans ton entourage? Alors ta famille, évidemment, je pense qu'ils ont tous pris la nouvelle avec beaucoup de joie. Mais au niveau de la fédération, du staff, est-ce que... Alors franchement, le staff, ça s'est hyper bien passé. La fédé, j'ai pas eu non plus de soucis. Je m'entendais très très bien avec l'entraîneur en place, Jean-François Di Martino, qui m'a vraiment épaulée dans mon projet. Enfin, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, on est des athlètes, mais on est des femmes. Et tu ne peux pas aller à l'encontre de tes athlètes quand tu as vraiment un choix de vie, en fait, qui est fait. Donc voilà, la décision, la réaction pendant ma grossesse, j'ai pas eu de réaction bizarre. En amont, tu t'es sentie totalement soutenue franchement, en fait, je me suis même pas posé la question de comment on allait réagir. Je me suis dit, c'est ça que je veux à l'instant T. On verra bien comment ça se passera. Et je pense que c'est la première fois de ma vie où je réfléchissais pas à comment ça allait se passer. Et puis après, tu as tout le postpartum qui est aussi une partie que tu connais pas. Moi, la seule escrimeuse dont j'avais le souvenir qui avait eu un bébé pendant sa carrière, c'était Laura Flessel. Et c'était 20 ans avant moi. Donc, j'avais pas trop de modèles récents. Heureusement, il y en a eu après moi et c'est trop cool qu'on soit plusieurs mamans maintenant escrimeuses. Mais c'est vrai que du coup, j'avais pas trop de références. Et je pensais pas que ce serait aussi dur mentalement, en fait, de refaire ma place et de reprouver que j'étais forte. Et j'ai eu la chance d'avoir vraiment un entourage hyper fort, que ce soit ma famille, que ce soit mon mari. Et puis Rémi, mon entraîneur qui m'a formée, qui est aujourd'hui président, comme je le disais tout à l'heure. Donc vraiment, j'ai eu la chance d'avoir ces soutiens-là sur lesquels m'appuyer et qui m'ont permis d'être aussi forte après.
Ouais, tu dis mentalement, physiquement aussi, je suppose, non, parce que tu as peut-être l'impression un peu de repartir de zéro après une grossesse. Bah, franchement, physiquement, j'ai pas trop. Enfin, c'était dur. Oui. Je vais pas mentir, c'était dur. Mais je pense qu'on a vraiment la mémoire de notre corps. Et puis en fait, j'avais tellement envie de refaire du sport parce que j'ai été un peu obligée de tout stopper à 6 mois de grossesse. Donc c'était pas un alitement strict, tu bouges plus, mais c'était quand même, tu restes chez toi et tu bouges le moins possible. Donc quand on te dit à 6 mois, alors que toi, tu es habitué à travailler, à t'entraîner tous les jours, tu restes chez toi et tu attends que ça passe, c'est un peu dur. Donc j'avais vraiment envie de m'entraîner. Et même si je savais que j'allais souffrir et mon préparateur physique m'en a bien fait baver, et il m'en fait toujours baver d'ailleurs, mais voilà, le physique, c'était pas le plus dur. Et pourquoi tu as dû t'arrêter à 6 mois, Oriane? Parce que j'étais en ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré. J'avais le col qui commençait à se raccourcir. Et donc, du coup, on te met un peu des stops de reste tranquille. Surtout à 6 mois de grossesse où tu sais que c'est quand même très chaud, les enfants très grands préma. Donc, quand on te dit de te calmer, tu te calmes. Et tu dirais que maintenant tu as un peu de recul quand même, mais à l'époque, le fait de devenir maman, ça t'a rendu meilleure sur la piste? Ouais, je pense vraiment que, en fait, j'étais forte par équipe avant d'être vraiment forte régulièrement en individuel. Et je pense que alors je sais pas si je devais avoir des blocages, je pense que j'étais pas aussi mature aussi. Et j'avais un peu, je pense, ce truc de pas vouloir trop briller toute seule où tu te donnes à fond pour ton équipe et tu montres que tu es là et que tu es un pilier et qu'on peut compter sur toi. Mais en même temps, quand c'est pour toi, tu veux pas trop te montrer, tu es un peu dans un entre-deux. Et c'est vrai que le fait de devenir maman, je me suis dit, mais en fait, Oriane, tu as le droit d'être forte, tu as le droit de briller toute seule. C'est pas parce que tu brilles toute seule que tu vas moins briller par équipe ou que tu vas moins te donner pour les filles de ton équipe. Et donc, du coup, je pense que vraiment, ça m'a aidée à m'affirmer et à accepter le fait que j'avais le droit d'être forte. Et c'est pour ça que ces 2 médailles, elles sont aussi importantes pour moi parce que quand on me dit laquelle tu préfères, je me dis, mais en fait, je ne peux pas choisir. Ma médaille indiv, c'est ma médaille indiv. C'est toujours la question un peu de journaliste. Ouais, laquelle tu préfères? mais ma médaille individuelle, c'est sûr qu'elle est hyper belle et que je suis hyper fière. Mais d'avoir réussi à me remobiliser en peu de temps, parce que c'est nous qui avions le moins de temps entre l'individuel et l'équipe, de voir la déception des filles, parce qu'on était toutes les 3 potentiellement médaillables en individuel, je me suis dit, mais en fait, il est hors de question que tu ne te donnes pas à 8000% avec les filles pour aller chercher cette médaille, quoi. Donc, et au final, la mort subite du par équipe m'a beaucoup plus touchée et j'ai eu du mal à la digérer, alors que ma défaite individuelle, alors que j'ai la finale entre mes mains, que je l'ai plus vite acceptée en me disant, écoute, elle a été plus forte que toi. Elle a réussi à remonter avec le public contre elle. T'es sortie de ton match, t'es sortie de ton match. Alors que vraiment, l'équipe, ça a été dur, quoi. Parce que je voulais cette heure avec les filles. Évidemment, mais on va revenir en détail sur ton parcours individuel, ton parcours par équipe. Il y a une question qui me vient encore sur ta grossesse, Oriane. Est-ce qu'il existe un monde où tu t'es dit, en tout cas où tu as émis l'hypothèse que peut-être tu n'arriverais pas à revenir? Ouais, en fait, le truc, c'est que quand tu décides de faire un bébé, tu sais pas dans quel état d'esprit tu vas être mentalement, tu sais pas physiquement, effectivement, comment va se passer ton accouchement. Moi, j'avais la hantise de grossir, donc c'est vrai que physiquement aussi, ça a été compliqué de voir ton corps qui change. Et mon mari, il avait une vidéo de moi à 8 mois, j'ai pris 9 kilos et je pleure parce que je suis au bout de ma vie d'avoir pris 9 kilos. Mais alors que c'est rien du tout. C'est pas grand-chose. Mais donc vraiment, j'avais ce truc-là. Mais j'étais OK avec moi-même et je me disais, je veux faire mon bébé. Si j'avais pas essayé de le faire, ça aurait été un trop gros sacrifice. Et pour le coup, vraiment, le mot sacrifice, c'était un sacrifice pour moi de repousser cette envie de maternité pour l'escrime. Je me disais, tu vas aller jusqu'à Paris et imagine, t'as pas ce que tu vas à Paris, tu vas être une femme aigrie parce que t'as pas essayé de faire ton bébé avant. Enfin, pour moi, c'était pas concevable. Et donc, du coup, j'étais vraiment OK avec le fait d'essayer de faire mon bébé, d'avoir mon bébé, et puis après de me battre pour si j'avais envie de reprendre. Mais non, du coup, je me suis toujours dit, c'est ça ma priorité à ce moment-là, en tout cas. Et on verra bien ce qui se passera après.
Et du coup, la suite est plutôt cool. Bah donc, oui. Et est-ce que quand on a un enfant, alors bon, j'en ai pas, donc c'est pour ça que je te pose aussi la question, est-ce qu'on relativise plus sur les résultats, sur la vie en général? Est-ce qu'on donne peut-être moins d'importance, entre guillemets, aux résultats purs d'une compétition sportive? Oui, je pense que, en tout cas, moi, je me disais vraiment que, de toute façon, je me disais, ma vie, elle va pas, mon fils, il va pas moins m'aimer parce que j'ai perdu au premier tour ou si j'ai gagné la compète. En soi, il s'en tape, je suis sa mère, je suis sa mère. Donc, c'est sûr que tu relativises vraiment sur les résultats et sur l'importance que ça a. Alors, c'est sûr que ça a une importance, Oui. c'est aussi ta vie, le sport que tu fais. Tu t'entraînes tous les jours pour avoir des résultats. Mais je pense que je l'ai appris en vieillissant et en prenant de la maturité que le chemin est aussi beau que le résultat. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai pour tout. Tu vois, tous les athlètes qui sont entraînés pour aller aux Jeux, qui n'ont pas réussi, ça enlève en rien à leur travail et au mental qu'ils ont eu pour s'entraîner, pour essayer de se battre pour cet objectif qui, au final, ils n'ont pas eu. Mais c'est quand même des grands champions aussi. Ouais, et puis on en parlait tous les deux en off, j'aimerais que tu le redisses sur ce plateau, parce que c'est hyper intéressant, cette fameuse métaphore du camembert. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais Oriane va l'expliquer parfaitement. Ouais, c'est vrai que c'était ma préparatrice, c'était pas ma préparatrice mentale à l'époque, j'allais la voir en côté psy parce que j'étais un peu perdue. Justement, j'arrivais pas à prioriser ce que je voulais dans ma vie. Je disais que je voulais faire un bébé, mais à chaque fois que je faisais une compète pourrie. Ouais. Et elle m'a dit, en fait, Oriane, dans ta vie, tu as la chance d'avoir plusieurs casquettes. Tu as une vie pro, tu as une vie perso, tu as ta vie d'escrimeuse. Et c'est OK si à des moments, il y a une partie qui prend plus de place que l'autre. Et du coup, tu fais varier le curseur en fonction de l'instant où tu es. Parfois, ce sera ta vie de sportive, parfois, ce sera ta vie de maman ou ta vie professionnelle. Et en fait, il faut juste que tu sois en accord avec toi-même sur le moment où tu en es, quoi. Et c'est vrai que cette image m'a beaucoup aidée en me disant, oui, là, en fait, je veux être maman. Et les autres, ils prendront un peu moins de place. Et puis, peut-être qu'après, ce sera l'escrime. Mais au final, c'était l'escrime, c'est sûr. C'était escrime et ma vie de famille jusqu'au jeu. Mais voilà, c'était OK. Et en fait, j'étais en accord avec moi-même. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'être aussi épanouie dans ma vie de maman et après d'athlète. Tu l'as dit, plusieurs casquettes en effet, maman, kiné, athlète de haut niveau. Comment on fait, Oriane, pour ne pas être dépassée, exténuée avec un mode de vie comme ça? Justement, on fait varier le curseur. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit qu'après les Jeux, j'avais besoin de faire une pause d'escrime. Et je pense vraiment que peut-être que dans la tête des gens, quand tu te dis ouais, elle va plus faire d'escrime pendant tant de temps, c'est bon, c'est fini pour elle. En fait, je pense pas. Je pense que vraiment faire les trucs pour faire les trucs, ça sert à rien et au final, t'es pas heureux. Moi, je savais que j'avais besoin de couper. Je savais que aller faire de l'escrime pour faire de l'escrime, en fait, je suis pas faite comme ça. Moi, je fais de l'escrime pour être performante. Je fais de l'escrime pour aller gagner des médailles. Si c'est juste faire de l'escrime pour faire de l'escrime, ça m'intéresse pas et c'est pas ça qui va me faire vibrer. Donc là, vraiment, j'avais besoin de prendre du temps aussi pour reprendre le travail aussi de kiné que j'avais mis entre parenthèses justement pendant 1 an et demi et vraiment de m'occuper de mon fils qui est rentré à l'école en septembre et d'avoir une vie entre guillemets un peu plus normale avec tes week-ends. Et même si, j'ai les week-ends où mon mari il a match à droite à gauche. Oui. Mais ton mari, donc, qui est hockeyeur professionnel. Mais bon, du coup, d'être un peu plus sur moi et de profiter de mon fils, quoi. Oui, puis ce qui est bien, c'est que tu es en phase avec ta décision, ça c'est le plus important. Ouais. Mais quand tu entends ou que tu lis des commentaires, des gens qui disent voilà, Oriane, là, c'est terminé, si elle s'arrête maintenant, elle ne reviendra pas pour Los Angeles, elle ne performera plus. Est-ce que ça t'affecte
Oriane, ou pas du tout? Alors, pendant les Jeux, c'est vrai nous, on n'est pas habitués à avoir des haters, ouais. parce qu'on n'est pas du tout mis en lumière. Et au final, pendant les Jeux, on a eu des commentaires comme ça. Et ce qui est triste, je trouve, c'est que tu retires beaucoup plus les commentaires méchants que les commentaires gentils. Oui. Et oui, tu te dis, mais les gens, en fait, ils n'y connaissent rien. Donc, faut essayer de prendre du recul aussi et de dire, mais en fait, les gens, ils ne te connaissent pas ton sport. Si tu regardes l'épée, c'est l'arme aussi où la maturité, elle est la plus tardive, où il y a des gens qui sont encore très performants. Nous, la plus vieille du circuit, c'est celle sur qui je perds en finale au championnat d'Europe. Elle est de 80, donc elle va avoir 45 ans cette année. Tu peux encore en faire pas mal des Jeux, là. Tranquille. J'ai encore 15 ans devant moi. Donc voilà, je pense que vraiment ce qui prédomine, c'est l'envie. Et on fait un sport vraiment où la fraîcheur mentale, elle est hyper importante. Et si tu n'es pas à 8000% mentalement sur ta compète, tu peux être le champion du monde de l'entraînement et faire une compète pourrie, en fait. Donc, je pense qu'être en phase avec soi-même, c'est le plus important pour être performant. Donc, tant que la tête suit, tu ne te fixes pas de limite, Oriane? Bah là, il y a Los Angeles. Essaye de tirer un peu. Pour l'instant, la limite, c'est Los Angeles. Mais en tout cas... L'Australie, c'est sympa aussi. Hein. Ah ouais, c'est hyper cool. Mais c'est très loin quand même. Tu m'étonnes. Donc, non, vraiment, là, c'est Los Angeles. Déjà, c'est essayer de revenir et de refaire les championnats du monde en 2026. Donc voilà, je me laisse encore 2025 tranquille. Et après, 2 saisons et demie pour 3 saisons pour être forte. Parce que voilà, être forte, ce que je disais, être forte en janvier 2025, ça ne veut pas dire que tu seras forte en août 2028. Donc 4 ans, c'est très long et il faut savoir être forte quand il faut. En tout cas, ramener ces 2 médailles des Jeux, c'est fabuleux, mais se qualifier aux Jeux, on sait que c'est pas simple non plus. Ta saison olympique a été, semée d'embûches, j'ai envie de dire, Oriane. Clairement. Raconte-nous un peu comment tu l'as vécu. Ça n'a pas dû être simple. Alors, en fait, nous, ce qui est compliqué, c'est que la qualification, elle se fait par équipe, et ça commence. En fait, c'est à cheval sur 2 saisons. Donc, tu commences en mai 2023 et on finit en mai 2024. Donc avant, il y a les championnats du monde 2023 qui sont pris en compte. Mais après, à partir de septembre 2023, ça repart à zéro sur une nouvelle saison, des nouvelles qualifications. Et donc, du coup, il faut être performant par équipe pour qualifier ton équipe. Mais il faut aussi être fort individuellement et montrer que tu es présente. Et c'est vrai que j'ai fait une saison pourrie, clairement, jusqu'en mai. Donc il était temps que je me réveille. En fait, au mois de mars, j'étais vraiment très nulle. Je me prenais beaucoup la tête, j'étais hyper angoissée. Je pense que j'avais vraiment cette hantise de me dire, tu as fait tous les championnats du monde depuis 2013, tu es dans l'équipe, tu as toujours été là et peut-être que tu n'iras pas au jeu. Ouais. Et j'avais cette peur. Et en fait, je me fais une cheville la veille de partir en Chine. Donc, il ne restait que 3 Coupes du Monde. Je sais que je ne pars pas en Chine. J'avais un podium en plus à défendre en Chine. Et là, donc, j'étais clairement au plus bas. Tu sais que tu as 6 semaines avant la Coupe du Monde d'après, qu'il ne t'en reste plus que 2 et que si tu es nul, tu regarderas les jeux à télé. Donc là, la première réaction, à ce moment-là, tu fais presque un peu le deuil des Jeux ou tu es encore ultra motivé, tu te dis que ça peut le faire? En fait, ce qui est hyper bizarre, c'est que ça m'a libérée. Ouais. Et quand j'ai eu ma prep mentale au téléphone, elle m'a dit « mais ton corps, il fait vraiment bien les choses ». Parce que ça a été la pause dont j'avais besoin. Et en fait, j'ai été obligée de la faire. C'est pas moi qui ai décidé de faire cette pause-là. C'est mon corps qui m'a dit « terminé ». Et du coup, pendant ces 6 semaines et demie d'entraînement, j'ai quasiment pas fait d'escrime. Oui. J'ai eu peut-être 3 séances d'assaut. Mais en fait, je me suis dit ok, peut-être tu feras pas les Jeux, mais tes parents vont pas mourir, ton fils va pas moins t'aimer, il va rien se passer si tu fais pas les Jeux, c'est pas grave. Et d'avoir ce moment pour pouvoir prendre du recul et de me refaire mal à l'entraînement parce que mon préparateur physique il m'a mis mais tellement cher. Franchement, Fodé Diarra, c'est le pire. Ouais, je me suis retrouvée et je me suis vraiment retrouvée
dans le bon sens, en mode vraiment la combattante qui repart de zéro et qui a rien à perdre, en fait, qui a tout à aller gagner. Et la compète à Cali, je la gagne en gagnant 4 matchs sur 6 à une touche. Donc mentalement, j'étais là. Donc voilà, tu sais aussi que peut-être tu sautes au premier match et c'est pas du tout la même chose. La compète d'après, je refais un podium. Donc en fait, tu sais que ça se joue à rien et que quand mentalement tu es là et que tu vois que tu es fraîche, bah, ça fait toute la diff. Et quand tu n'as pas cette peur de quelque chose, tu t'exprimes beaucoup mieux. C'est intéressant que tu dises que ça se joue souvent à très peu de choses. Bon, on l'a vu pendant ces Jeux, ça s'est joué à très peu de choses. Hein. Tu aurais pu revenir sur ce plateau avec de médailles encore plus belles, mais aussi sortir avec rien du tout, sortir au premier tour, ouais. Hein, puisque tu remportes ce match face à l'Ukrainienne Zohan Febi-Bezura 14-13. Dès ton entrée en liste, tu passes à rien. En fait, à ce moment-là, on se dit vraiment que la frontière entre le rêve et le cauchemar est très fine, Lauriane. Bah oui, en fait, c'est aussi ça qui est beau, surtout à l'épée, parce que c'est vrai que c'est à l'épée qu'il y a le plus de surprises. Au fleuret et au sabre, comme tu as la convention, quand tu es très fort, les différences de niveau sont plus importantes. Nous, comme c'est vraiment, tu peux avoir raison, mais quand même te faire toucher parce que c'est le premier qui touche qui a le point, tu as toujours cette notion de ça se joue à rien. Et c'est ça qui est dur, mais c'est ça qui est beau aussi. Et je pense que ça nous permet aussi de garder la tête sur les épaules et de savoir qu'effectivement, je peux sauter au premier tour et que tu refais la compète le lendemain. C'est peut-être pas la même qui gagne, c'est peut-être pas le même podium, mais il faut être là le jour J. Et ouais, ça m'a fait de la peine parce que je l'aime beaucoup, cette Ukrainienne. Elle est maman aussi et elle a accouché juste avant la guerre. Okay. Et donc, du coup, on avait beaucoup échangé. Et donc, ça me saoulait de la sortir. Mais en sortant du match, elle m'a dit « Je suis contente que ça soit toi ». Enfin, c'est hyper sain aussi les relations qu'on a avec nos adversaires étrangers. En fait. Donc, c'est ça aussi qui est beau. Mais ouais, tu sais que ça se joue à rien et du coup, il faut prendre ta chance quand elle se présente. C'est vrai que c'est pas facile, hein, les disciplines comme ça où c'est du 1 contre 1. Tu sais que si tu passes, bah, évidemment, c'est beaucoup de joie pour toi, mais tu sais aussi qu'au bout de ton arme, tu as le pouvoir de réduire à néant les rêves de l'autre, en fait. Ouais, mais bon, tu sais que c'est elle ou toi. Ouais, donc, non, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, tu n'as pas le choix, mais en tout cas... En fait, le truc, c'est que comme on grandit aussi tout ensemble, on se voit, on a 8 Coupes du Monde par an, donc c'est des personnes que tu vois tous les mois pendant des années, donc tu tisses aussi des liens et je trouve qu'on a vraiment de la chance en fait de pouvoir discuter avec autant de personnes de pays différents. On se retrouve dans des endroits, un coup tu es en Colombie, un coup tu es au Qatar, un coup tu es en Espagne. Enfin, on a vraiment cette richesse de pouvoir échanger avec autant de cultures différentes. Et ça, c'est vraiment aussi une des beautés du sport de haut niveau. Bon, en tout cas, voilà, ce premier tour, tu le passes avec difficulté, mais ça passe. Voilà, ça passe quand même. Mais on sent quand même que sur toute la compétition, c'est pas simple pour toi. Pas mal de matchs sont accrochés, tu as peut-être un peu de mal aussi à t'exprimer, à sortir tes techniques spéciales. Est-ce que avec un peu de recul, tu te dis que finalement, ce qui t'a permis de décrocher cette médaille d'argent individuelle, c'est la tête, quoi? Ah, c'est que la tête, parce que franchement, escrimement parlant, je m'en sentais pas bien du tout. J'ai pas revu tous mes matchs, mais vraiment, escrimement parlant, je sentais rien. Donc, tu sais qu'il y a des jours où tu sens, des jours où tu sens moins. Par équipe, j'étais beaucoup plus fatiguée physiquement, mais par contre, mon escrime était là. Donc, ça a compensé. Mais voilà, le jour de lundi... C'était compliqué et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte de la sérénité que j'avais aussi parce que le premier match m'a sûrement libérée. Mais ouais, c'était la tête et j'allais tout droit, quoi. Je me posais pas trop de questions jusqu'à la finale où en fait c'était limite trop facile. Oui. Et ça m'a sorti de mon match et c'est pour ça que je passe à côté. Et du coup, c'est frustrant parce que tu te dis, purée, jamais dans ta vie, quand tu mènes aussi facilement un match, tu te dis que tu peux perdre.
Et ben, en fait, c'est les jeux. Et les jeux, tout est possible. Et voilà, il suffit que tu sortes de ton match, que tu commences à réfléchir et tu te dis, voilà, mais comment j'ai fait pour mettre tout ça de touche et puis l'autre, tu vois que du coup, elle commence à remonter. Et en fait, c'est vraiment, après, ça s'inverse et voilà. Oui, on remet un peu dans le contexte, hein, cette finale face à Viviane Kong, la numéro 1 mondiale, une fille que tu connais très bien, évidemment, il y a beaucoup de respect entre vous. Tu commences parfaitement cette finale, 7-1, je crois, dans la deuxième manche. Ouais. Justement, oui, ça t'a troublé, tu t'es dit, mais attends, en fait, là, c'est pas normal que je mène autant, c'est ça? Ça t'a sorti complètement de cette finale? Enfin, tu te prépares à une finale olympique dure dès le début, et c'est vrai qu'en fait… Oui, t'avais pas prévu ce scénario-là du tout. Ouais, et puis en fait, le truc aussi, c'est qu'il était hyper tard. Et on n'a pas l'habitude de tirer aussi tard. Comme tu le disais, j'ai perdu beaucoup de plumes aussi sur les matchs d'avant, alors qu'elle, elle a eu des matchs qu'elle a beaucoup mieux gérés. Et je pense que pour le coup, mentalement, elle a beaucoup moins tiré sur la corde. Épuisé, ouais. Et donc du coup, peut-être qu'elle a commencé le match aussi un peu à l'envers aussi, parce qu'elle avait été habituée de toute la compète à avoir des matchs qui se déroulaient hyper facilement, à l'inverse de moi. Et moi, j'ai pas compris ce qui se passait parce que c'était trop facile. Elle n'a pas compris ce qui se passait parce que c'était dur. Et en fait, ça a switché et j'ai pas réussi à me remettre dedans. Et voilà, tu prends pas la bonne décision à la fin. Après, tu peux te le refaire 10 fois et tu te dis pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Avec des si, on peut refaire le monde, mais c'est vrai que tu t'arraches quand même parce que tu arrives à arracher la mort subite sur le gong, 12-12. Tu peux me décrire là, le court moment entre la fin du match et le début de la mort subite? Il se passe quoi dans ta tête? Justement, c'est ça le problème, c'est que je pense que toute la journée, j'ai réussi à avoir un peu ce recul sur moi-même. Et je pense que ce soit sur cette mort subite-là ou la mort subite par équipe, j'ai pas réussi à me poser et à prendre ce temps-là. Et c'est pour ça que je l'aimais pas, quoi. On rappelle, un mort subite, c'est 1 minute supplémentaire et le premier qui marque gagne. Quand la lumière, elle s'allume et que tu comprends que tu ne seras pas championne olympique, il se passe quoi, Oriane? T'as de la déception, c'est clair que tu es en finale olympique, tu veux gagner, quoi. Tu veux gagner, c'est à rien. Je disais, je m'appelle Oriane, je ne m'appelle pas Argentiane. Pas mal, celle-là. Mais ouais, c'est de la déception, mais en même temps, tu relativises, tu te dis, purée, Oriane, tu aurais pu sauter le premier tour, quoi. Mais ça va vite, tu fais très vite le deuil de l'or pour savourer l'argent? En indiv, ouais. Okay. Franchement, je me dis vraiment, regarde ta journée dans ta globalité. Et puis tu relativises, on n'est que 3 à être médaillés, quoi. On n'est que 3 à être médaillés sur combien de filles à la compète, mais sur combien de filles qui ont fait des Coupes du Monde, combien de filles qui auraient pu être là et qui ne se sont pas qualifiées. Donc, même si ça saoule, tu te dis, purée, mais rien, tu as une touche des championnes olympiques, tu relativises quand même parce que tu as une médaille d'argent autour de ton cou, quoi. Que tu as descendu les marches du Grand Palais. Donc oui, tu relativises plus… Enfin, en tout cas, moi, j'ai relativisé plus facilement cette défaite-là. Et puis parce que aussi, il faut accepter quand la fille, elle a été plus forte, quoi. Elle a été monstrueuse. Donc, elle a été monstrueuse, accepte de perdre. Si la nana, et puis, sur toute l'Olympiade, elle a été incroyable. Ouais. Donc voilà, tu te dis, c'est pas volé que la nana soit championne olympique non plus, quoi. Un mot, Oriane, sur le public du Grand Palais, enfin déjà le cadre et le public. Je suppose qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça, mais non, c'était vraiment… En fait, le truc, c'est qu'il faut dire aussi que nous, on n'a jamais de public. Vraiment, on est habitué à ce que notre public, ce soit les filles qui ont perdu les matchs d'avant. Donc, on n'a jamais autant de personnes qui sont là pour nous encourager et nous voir. Donc, c'était dingue. Et puis bon, t'es chez toi, les gens ils hurlent ton nom alors que je pense 5 minutes avant ils te connaissaient pas. C'est quand même un truc à vivre incroyable et c'est pour ça aussi que je pense que pour moi il était important de prendre du recul parce qu'on sait qu'on revivra jamais ça. Même à Los Angeles, on revivra jamais ce qu'on a vécu au Grand Palais en tant qu'athlète français. Et il faut accepter que tu vas retourner dans les petits gymnases à 7h du mat où il n'y aura personne et voilà, quoi. Donc
Donc je pense que ce temps-là, il est aussi important pour ça, pour se rendre compte de ce qu'on a vécu, mais savoir qu'on ne le revivra pas, quoi. Quand on en reparle, là, comme ça, tous les deux, tu as l'occasion d'en reparler, évidemment, souvent, mais il y a un peu de nostalgie, Oriane, ou maintenant tu es passée à autre chose Non, franchement, pas de nostalgie. Juste, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu vivre tout ça parce que c'était fou, quoi. Donc non, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment juste, je suis vraiment heureuse et fière de m'être battue pour avoir la chance de pouvoir vivre ces moments-là, quoi. Et de pouvoir les partager avec ma famille, avec toutes les personnes qui m'ont toujours soutenue et encouragée, et d'avoir mon fils qui peut poser avec les médailles, c'est quand même des belles récompenses. Ouais, tu l'as dit très tôt, hein, je veux être aux Jeux Olympiques en 2024 avec mon fils dans les tribunes. On a quelques photos très marquantes, évidemment, très émouvantes, où tu es avec ton fils, Mathis, qui a 3 ans et demi. Le contrat est rempli, c'est magnifique de pouvoir vivre ça avec lui. Ouais. Non, oui, c'était fou. Après, je ne sais pas s'il s'en souviendra, mais bon, c'est sûr que c'était dingue. Et justement, c'est intéressant, parce qu'évidemment, là, il n'est pas encore peut-être en âge de se souvenir de tout et de comprendre exactement l'ampleur de ses médailles. Il te demandera un jour, il te dira, maman, raconte-moi comment c'était les Jeux de Paris. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir maintenant tellement de supports et peut-être qu'il ne s'en souviendra pas, mais il fera genre il s'en souvient parce qu'il aura revu les images et du coup, il s'inventera des souvenirs sur les images. Mais c'est sûr que c'est vraiment hyper fort d'avoir pu vivre ça à la maison et avec mon fils. Ouais, ton fils, et puis d'autres personnes aussi. D'ailleurs, on a quelqu'un qui avait un petit message pour toi, on l'écoute. Bonjour Oriane Malo-Breton, je suis un de vos plus grands fans. Et dans la mesure où vous envisageriez un prochain comeback sportif, j'aurais aimé savoir si vous aviez prévu un stock de rubans adhésifs à coller sur le masque, vu que cela s'est avéré assez efficace l'été dernier. Voilà, bisous, à plus. Il dit bisous, mais il vous voit, hein. C'est mon père. Hein. Voilà, il faut préciser. Bon papa, comment vous avez eu son numéro à mon père? Ah, tu sais, les réseaux sociaux, maintenant, on arrive à avoir tout ce qu'on veut. On est journaliste. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le scotch, ouais, c'était une drôle d'histoire aussi, mon scotch. Et je ne l'ai toujours pas fait, d'ailleurs, il faut que je le fasse. Mais mon masque va partir au Musée national du sport à Nice. Magnifique. Parce que du coup, ils m'ont demandé si je voulais donner un objet des Jeux. Et ils m'ont dit, il faut que c'est une histoire et tout. J'ai dit, en vrai, je ne vois pas autre chose que mon masque à vous donner pour raconter une histoire. Et c'est vrai que ce scotch, il a marqué les gens. Parce qu'il m'a permis de me remettre un peu dedans et de faire vraiment une coupure dans ce premier match qui commençait pas hyper bien. Mais en fait, j'ai revu des photos de la Coupe du Monde de Fujairah, donc la dernière Coupe du Monde de la saison, et j'avais mis un scotch aussi parce que je voyais rien avec le reflet du soleil sur la piste podium. Donc en soi, j'étais une habituée du scotch. Bon, magnifique. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir un message de son papa. Mon petit papa, merci papa. On a parlé de l'individuel, on peut aussi reparler du par équipe. Tu en as déjà parlé un petit peu, Oriane, mais bon, scénario difficile parce que l'histoire se répète un peu. Il y a quand même des similitudes avec ton parcours en individuel où ça passait une touche d'une médaille d'or olympique par équipe avec Marie-Florence Candassamy, Coraline Vitalis et Alexandra Louis-Marie. Évidemment, je ne vais pas te demander laquelle est la plus belle, laquelle a été la plus dure à digérer, parce que c'est très différent. Il y en a une, c'est l'accomplissement personnel, et l'autre, c'est un travail collectif et puis une médaille à partager. Cette ultime touche-là, est-ce qu'elle a été presque plus dure à digérer que celle vraiment. Le soir de l'équipe, je pleurais dans mon lit, alors que les filles, elles fêtaient la médaille. Moi, j'étais tellement... Ça, c'est pas arrivé à l'individuel ? Non, j'étais vraiment tellement triste de ne pas réussir à mettre cette dernière touche pour les filles. Parce que, en fait, ce rôle de finisseuse, il est difficile parce que moi, je me suis toujours dit, c'est toi qui finis le match, tu gagnes, mais ce n'est pas toi qui gagne, c'est l'équipe qui gagne. Ouais. Alors que par contre, quand tu perds et que tu n'arrives pas à mettre cette dernière touche, tu te dis, purée, j'ai pas fait mon taf, en fait. Et donc, du coup, j'ai vraiment eu le sentiment de ne pas faire mon boulot jusqu'au bout.
Et ça a été quelque chose de vraiment difficile à digérer. Même si, avec le recul, tu te dis, bah oui, c'est un travail d'équipe, c'est pas là que ça se joue. Y a eu des couacs pendant le match, on mène, on n'arrive pas à capitaliser sur notre avance. Donc en soi, tu le sais avec le recul que c'est pas de ta faute. Mais vraiment, pendant l'hymne italien, je pleure. J'étais vraiment triste. Parce que pour moi, notre groupe méritait de gagner. Parce qu'on parle des 4 filles qui sont là, mais en fait, on représentait tout le groupe Épée d'Âme qui a grandi pendant toutes ces années. Moi, je suis rentrée à l'INSEP avec Coraline. Marie-Flo était là depuis pas super longtemps. Alexandra, elle arrivait plus tard, mais c'est vrai qu'on a vraiment grandi tout ensemble. Toute notre vingtaine, on l'a faite ensemble. Il y a eu des hauts, des bas, et c'est aussi ça qui fait la force d'un groupe, c'est qu'on n'était pas toutes meilleures copines dans notre groupe de 12-15 filles, mais par contre, on se connaissait tellement bien qu'on savait qui avait besoin de quoi à tel moment, et ça fait vraiment la force d'un collectif. Et on savait que les filles étaient derrière nous, elles nous entraînaient jusqu'au bout. C'est quand même difficile aussi dans un sport comme le nôtre, où tu es un sport individuel, mais en même temps, tu as besoin des autres pour être forte. Mais tu sais aussi que, en fait, si c'est toi, c'est pas une autre. Et il faut par contre fonctionner ensemble pour aller chercher des médailles par équipe. Donc c'est hyper compliqué aussi de trouver le bon équilibre et le juste milieu. Et on savait qu'on avait le groupe des filles qui était derrière nous, qui nous a entraînés jusqu'au 24 juillet. Et du coup, de ne pas mettre cette touche, je me dis purée, mais en fait, c'était pour toutes ces filles-là que je voulais la mettre, la touche. Et donc, ça a été beaucoup plus dur de digérer ça. Mais après, c'est sûr que le lendemain, tu te réveilles, tu vas au Club France et tu as tes 2 médailles. Tu dis, il y en a qui ne les ont pas, quoi. Et par contre, vraiment, ce que je te disais tout à l'heure, je suis tellement fière d'avoir montré que j'étais quand même là pour mon équipe, malgré ma réussite individuelle. Je voulais vraiment pas qu'on puisse penser que j'avais fait mon taf et que c'était bon, quoi. C'est très dur, hein. On l'a vu avec le sabre notamment, où Manon Petit-Brunet et Sarah Balzer font 1 et 2, et le par équipe ne fait pas de médaille. Non, oui, c'est très dur. Et en plus, le sabre d'âme, elles étaient archi favorites. Oui. Donc, tu te rends compte qu'une compète, c'est une compète, et que même si sur le papier, tu es la plus forte, que tu es la plus forte équipe, c'est pas forcément toi qui gagne. Et c'est dur, mais nous, on l'avait vécu l'année d'avant, où on avait été super forte toute la saison et où on ne fait pas de médaille au monde. Et ça avait été très compliqué à digérer. Et par contre, il était hors de question que ce truc-là se reproduise au jeu à la maison. Et Marie-Flo à Milan, quand on perd à la mort subite en quart de finale sur des filles, sur les Suissesses contre qui on n'avait jamais perdu. On était en chambre d'appel, on était au bout de notre vie, on pleurait et tout. On ne voulait pas aller faire les matchs de classement parce que franchement, c'est dur de faire les matchs de classement quand tu vas chercher l'or. Et Marie-Flo, elle nous dit, les filles, vous inquiétez pas, ça va nous servir. On la regardait, elle disait, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais elle est sérieuse, là, on vient de perdre. On a perdu 3 matchs de la saison. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et en fait, Marie-Flo, c'est une grande visionnaire. Et c'est vrai que ça nous a servi. Et avec le recul, tu te dis, il valait mieux aller chercher cette médaille au Grand Palais qu'une médaille au monde. Donc voilà. Et si on se remet un peu dans le contexte, donc tu es à 29 partout face à l'Italienne Alberta Santuccio. Est-ce que les vieux démons, enfin même pas les vieux démons, les démons récents de cette dernière touche en individuel ressurgissent ou pas du tout? Pas du tout. Okay. Franchement, j'ai pas du tout pensé à mon indiv. J'ai pas du tout pensé à mon indiv, okay. mais pour le coup, j'ai pas réussi du tout à me... Parce qu'en fait, c'est pas tant la mort subite que je regrette, c'est vraiment juste avant où j'arrive à passer devant. Et là, pour moi, je dois faire un break, reprendre le temps à ce moment-là, parce que ça va très vite, il reste pas beaucoup de temps. Et c'est là que je suis pas assez forte. Donc après, la mort subite, franchement, la mort subite, c'est la mort subite. Mais c'est vraiment sur le petit temps juste avant où je dois capitaliser, je dois faire un vrai break et je dois enfoncer le clou. Ouais. Et j'arrive pas, quoi.
Ça t'a rongé un petit peu ou pas après les Jeux, ces 2 ultimes touches où ça joue à rien Bah vraiment, la par équipe, oui. Je me rendormais et je me disais, mais pourquoi quand tu lui fais cette parade-là, après, pourquoi tu reprends pas du temps? Pourquoi? Parce qu'en plus, Santucci, on se connaît depuis qu'on a 15 ans vraiment, parce qu'elle a 1 an de moins que moi. Donc depuis qu'on est cadette, on est en compète ensemble. Et même encore maintenant, tu arrives à avoir des moments comme ça où ça te traverse l'esprit, où tu y repenses? Ça va mieux. Ça va mieux, parce que là, maintenant, je suis vraiment en mode, allez, on va y retourner, quoi. Ouais. Donc, du coup, maintenant, je suis plus sur la suite et sur le fait qu'on n'est pas championne du monde. On n'est pas championne olympique. Oui, il y a encore plein de choses à aller chercher, plein de belles choses. Et du coup, je suis vraiment plus sur ce truc-là de me dire, on a encore des choses à faire avec les filles. Et c'est sur ça qu'il faut basculer maintenant, parce que de toute façon, on ne la refera pas, la finale. Donc c'est comme ça. Tu as bien raison, c'est le bon état d'esprit. Et puis c'est quand même énorme d'être double vice-championne olympique. Je te félicite encore une fois, Oriane. L'après-jeu, ça peut être un peu difficile à gérer. Nous, on a reçu très récemment Maxime Poty, que tu connais très bien, le fleurettiste, dans cette émission. Il s'est exprimé sur ce sujet, on va l'écouter, Maxime. Mais avant ça, moi, j'aimerais savoir, je reçois souvent des athlètes ici pour qui l'après-jeu, c'est un peu difficile. Il y en a, voilà, ça c'est un clan, et l'autre clan, c'est plus une libération, un soulagement. Tu te ranges un peu de quel côté, toi, Maxime? Moi, je suis reconnaissant de fou de ce que j'ai vécu avec les Jeux, même avec avant tout. Mais quand ça s'est fini, j'étais content. J'ai dit merci, vraiment. Enfin, tu vois, même symboliquement, j'ai regardé l'univers, j'ai dit merci, j'ai vécu un truc de fou. Et j'étais content de passer à autre chose, parce que c'est vrai qu'en fait, nous, les Jeux, on y pense tout le temps, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avant. Mais aussi, les gens, quand on les voit, on incarne les Jeux à la maison, les Jeux à Paris. Il y avait plus d'attentes que d'habitude. Et du coup, voilà, quand on croise les gens dans la rue, on a envie de penser à autre chose. On a fini l'entraînement et puis les gens disent « Alors, les Jeux, ça en est où alors ?» Nous aussi, les journalistes, voilà, on alimente le truc. Donc, on a beaucoup de rappels. Et donc, en fait, c'est un peu une prison dorée. Voilà, ça fait partie du jeu, c'est pas très grave. Mais quand ça s'est fini, voilà, j'étais content que ça s'arrête aussi, de passer à autre chose et d'avoir d'autres projets. Ouais. Tu te retrouves dans ce qu'il dit, Oriane? Ouais, c'est vrai que le fait que les Jeux aient été à la maison, en fait, pour les gens hors sport, tu n'étais sportif de niveau que si tu faisais les Jeux. Alors qu'en fait, déjà, il faut se qualifier. Et c'est vrai que nous, on a su les sélections très tard, en fait, parce qu'on les a su en début juin. Mais du coup, pendant toute... Et je pense que ça m'a aussi... je ne m'en rendais pas compte, mais pesé. Tu croises des gens, tu poses ton fils à la crèche, et donc du coup c'est bon, t'es qualifié, tu vas au jeu. En fait non, je suis pas encore qualifiée, il y a encore tout. Et en fait t'as l'impression que si tu dis pas que t'es qualifié, t'es nul. Et donc je me retrouve effectivement dans ce que Max disait, c'est quand même pesant d'avoir ce truc-là, de te dire tu dois prouver ce truc-là pour que les gens ils te donnent entre guillemets de l'importance. Ouais. Alors que non. Et puis après, oui, c'est sûr que c'est une page qui se tourne. C'est beaucoup d'années de travail pour arriver à ce truc qui était fou. Et je pense qu'on en a vraiment profité. En tout cas, moi, j'ai essayé de me dire, vas-y, souviens-toi de ça, souviens-toi de ça. Quand j'étais en chambre d'appel, je me disais, Oriane, il faut que tu gagnes ton match pour pouvoir revenir en chambre d'appel, que ce soit à la compète. Et puis même nous, on a fini tôt, donc le 30 juillet, on était en vacances. On a pu profiter des Jeux, voir nos copains, aller chercher des médailles, voir d'autres sports, aller au Club France. C'est vrai que du coup, moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir profité de mes Jeux. Mais c'est sûr qu'il faut se trouver de nouveaux objectifs. Ouvrir un nouveau chapitre. Ouvrir une nouvelle page. Et je comprends qu'il y ait des gens qui aient ce down parce que ça a été tellement fort que il faut trouver un truc qui te fait vibrer autant que ce truc-là, quoi. Et c'est pas si évident que ça. J'aimerais aborder une dernière chose avec toi, Oriane, qui est assez intéressante, en plus dans l'actualité. Paris 2024, voilà, c'était une grande fête. Il y avait aussi une mission avec ces Jeux, c'était de laisser un héritage pour le sport français. Bon, ça c'était sur le papier. Le gouvernement a proposé une réduction de plus de 40% du budget du sport, qui est déjà le plus faible de tous les ministères. Ouais. En tant qu'athlète de haut niveau, Oriane, comment tu vois ça? C'est assez déprimant, révoltant, inquiétant? Moi, ça me fait de la peine, en fait. Ça me fait de la peine parce que je me dis...
le sport de niveau, c'est qu'une petite partie du sport. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, on est les têtes d'affiche du sport et on fait rayonner les couleurs de la France aux quatre coins du monde. Mais en fait, le sport, c'est beaucoup plus que ça. Le sport, ça fédère, c'est apprendre aux enfants à vivre ensemble, à être tolérants, à respecter l'autre, à respecter l'arbitre. À bouger tout simplement parce qu'on parle des écrans, que le monde est sédentaire, que voilà, on bouge pas assez, toutes les maladies chroniques et tous les arrêts de travail, tous les trucs qui font que on a des preuves comme quoi il faut faire du sport et qu'il faut bouger et apprendre à nos enfants à bouger. Et c'est sûr que si on te dit on t'enlève 400 millions de budget, ça pique un peu, quoi. Et au final, qu'est-ce qui va en pâtir? C'est les jeunes, c'est le sport de niveau aussi. Mais en fait, c'est surtout, y a combien de bénévoles qui bossent dans les clubs, il y a combien de structures sportives qui ne vont pas pouvoir s'ouvrir. Après les Jeux, on s'est bien rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'adhérents dans plein de disciplines, la nôtre y compris. On a pris entre 20 et 30% de licenciés en plus, mais il faut pouvoir les accueillir, ces personnes-là, et pas juste leur dire il n'y a plus de place, donc il faut former des entraîneurs, il faut ouvrir des structures. Et en fait, si tu n'as pas le budget, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, ces personnes qui ne se sont pas inscrites ou qui n'ont pas pu s'inscrire, elles ne vont pas faire de sport. Et je trouve que c'est vraiment triste d'avoir pu avoir cette vitrine-là et de se rendre compte que le monde était tellement heureux, en tout cas les Français étaient tellement heureux à travers les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Je trouve ça vraiment triste et inquiétant pour la suite, parce que je pense qu'il faudrait vraiment prendre le sport dans l'autre sens et pas se dire que le sport coûte de l'argent, mais le sport peut faire gagner de l'argent, parce que si tu as plus de gens qui font du sport, tu as moins de burn-out, tu as moins de maladies chroniques, donc tu as moins d'arrêts de travail, et puis tout le monde vit de meilleure humeur et en meilleure santé. Donc je trouve que c'est vraiment triste, inquiétant et puis pas hyper respectueux par rapport à nous aussi. Parce qu'il y a beaucoup de promesses, d'engagement, Paris 2024. Ouais, on en a tous rêvé, on a l'impression que la flamme, elle est déjà éteinte en fait. C'est triste. De toute façon, ça a commencé aussi avec le fait de nous imposer sur nos primes. À partir du moment où tu te dis, oui, vous avez fait rayonner la France, mais en fait, on va quand même imposer vos primes. Tu te dis, purée, mais vous vous rendez compte au final, prendre notre prime sur le nombre d'années de travail déjà. Ça a été rediscuté, ça, Oriane, ou c'est... moi, j'ai bien entendu qu'on était imposé sur nos primes. D'accord, ok. Il n'y a pas eu de changement. Non, donc voilà, tu te dis, on n'a quand même pas été 300 000 non plus médaillés, et on va chercher des impôts. Donnez-nous-en moins au départ, mais juste ne nous reprenez pas ce que vous avez dit que vous nous donniez. Donc voilà, en fait, c'est plein de petits trucs qui font que je trouve que le sport n'est pas mis à sa juste place et encore une fois, on nous remet un peu au placard et on ne se rend pas compte de l'impact positif qu'a le sport sur la société et sur les gens. Il y a eu un peu, ça s'est un peu bougé dans le milieu du sport, évidemment. Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo, a rédigé une lettre ouverte au gouvernement, un carton rouge à Bercy. Il y a une pétition aussi qui est en ligne. J'ai vu que tu l'avais partagée également, comme de nombreux athlètes. Tu penses que ça peut faire bouger les choses, ça, Oriane, ou Je sais pas, je me dis que, en tout cas, qui ne tente rien n'a rien, et que je pense qu'il faut que nous, athlètes, on fasse passer aussi des messages. Et voilà, si on peut, en tout cas, tirer la sonnette d'alarme et dire que c'est pas viable. Tu vas chercher le sport qui est déjà le plus petit budget de l'État, et c'est moins, c'est énorme le pourcentage qu'on nous enlève. Donc j'espère que ça pourra faire bouger les choses. Et on a la chance d'avoir aussi des Marie-Jo, des Teddy qui ont des voix qui portent et qui ont de l'impact. Donc j'espère que ça fonctionnera. Mais bon.
On ne sait pas. Ouais, un sujet, voilà, on termine cette émission avec de l'espoir, on l'espère évidemment. Mais donc Oriane, toi, petite pause dans ta carrière avant d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre avec les Jeux de Los Angeles. Donc là, ça se passe comment? Donc la vie de maman, la vie de kiné, tu t'entraînes encore? Ouais, je m'entraîne physiquement quasiment tous les jours. J'ai pas encore repris le spécifique. Ouais. Je vais reprendre là bientôt. On fait un peu les plans avec l'entraîneur national. Donc voilà, je vais reprendre tranquillement et pour pouvoir me projeter sur la saison 2025-2026. Tu le dis souvent, hein, l'épée c'est une arme de maturité. Tu as de l'expérience, tu as des résultats. Les axes de progression pour toi, Oriane, ce seraient lesquels en priorité? C'est encore d'optimiser. De toute façon, on peut toujours optimiser et c'est sûr que c'est des réglages après. Mais je pense que j'ai appris avec le temps à vraiment savoir ce que je voulais travailler, pas juste aller à l'entraînement pour aller à l'entraînement, avoir un vrai plan de réflexion sur là, je veux bosser ça, là, j'ai besoin de faire ça. Là, je sais que j'ai besoin de faire du fond parce que je sens qu'au niveau du cœur, ça ne va pas. Là, je sens que techniquement, il faut que je bosse ça. Vraiment avoir des axes hyper ciblés. Et je pense que d'être maman, ça m'a appris à tout optimiser. J'optimise mon temps et mon énergie. Organiser, carré. Et donc voilà, je sais que je ne peux plus m'entraîner comme quand j'avais 20 ans, à juste faire de la quantité, de la quantité, de la quantité. Je pense que je connais aussi très bien maintenant mon corps. Je vois aussi les limites à des moments où j'ai trop tiré sur la corde, où il faut que je lève un peu le pied. Donc voilà, c'est des réglages. Et puis, je pense aussi qu'aujourd'hui, j'ai un rôle envers les jeunes qui rentrent à l'INSEP. Je pense qu'en étant médaillée olympique, mais pas que, j'ai 12 ans d'INSEP à mon actif. J'ai appris à vivre avec les filles. On a vécu plusieurs Olympiades. On s'est rendu compte des trucs qui fonctionnaient, des trucs qui ne fonctionnaient pas. Et je pense que voilà, on a aussi un rôle de transmission envers les nouvelles générations parce que je pense que c'est hyper important de montrer qu'il y a aussi une concurrence saine. Moi, je sais que je vais revenir, je sais que ça va être dur, mais s'il y a plus forte que moi, j'accepterai le fait qu'il y a des filles qui sont plus fortes que moi. C'est le sport. Mais par contre, je ne vais jamais mettre des bâtons dans les roues aux filles et s'il faut que je sois là pour les préparer pour les championnats, si je ne suis pas qualifiée, en fait, je le ferai. Et c'est ça aussi qui est important à faire passer comme message, c'est qu'on est un groupe et la réussite des unes est aussi la réussite des autres. Et donc voilà, j'aimerais bien aussi faire passer des messages aux jeunes qui arrivent, parce que là, c'est vraiment un tout nouveau groupe à l'INSEP. C'est des petites, quoi. Ouais. C'est des petites qui sont nées en 2005, 2006, tu dis waouh. Donc ouais, je pense que c'est important d'avoir ce rôle-là. Et après, voilà, les plus fortes partiront en compète. Mais voilà, c'est un peu... Je veux revenir pour être forte, mais je veux aussi apporter des choses au groupe. C'est un très bel état d'esprit en tout cas, Oriane. Merci vraiment, Oriane, parce que j'ai beaucoup aimé discuter avec toi. C'est passé très très vite. On pourra encore discuter pendant pas mal de temps, mais voilà, tu as aussi une vie à 1000 à l'heure. Donc on va te laisser repartir puis aller chercher Mathis. C'est ça, je vais aller chercher à l'école. Merci beaucoup, Oriane. Merci à toi. C'était super top. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sport Stream. Merci à toute l'équipe en régie. Merci à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye bye.